Et pour en parler, nous sommes avec Alexandre Delval, géopolitologue, docteur en histoire contemporaine, co-auteur du livre La mondialisation dangereuse vers le déclassement de l'Occident aux éditions L'Artilleur. Bonsoir Alexandre Delval, merci beaucoup d'être avec nous en direct sur RT France. On le voit, la France qui invite les ministres européens et la Commission européenne à une réunion dimanche. Plus que jamais, cette affaire illustre l'absence criante de solutions communes, pour l'instant en tout cas entre ces deux pays, la France et le Royaume-Uni. En particulier depuis le Brexit? Oui, depuis le Brexit. Vous savez que le Brexit a été provoqué par justement une volonté de ce pays de contrôler les flux migratoires qui sont rendus incontrôlables par les mesures diverses et variées des instances mondiales et surtout européennes, notamment qui ont demandé à tous les pays européens depuis des années de dépénaliser la migration clandestine. Par définition, la migration clandestine est hors la loi. Normalement, c'est quelque chose qui peut susciter même l'emprisonnement. Depuis des années, le fait d'avoir dépénalisé la migration en clandestine donne un appel d'air énorme et en plus, on a totalement dépénalisé ceux qui aident les migrants clandestins, comme le fameux passeur des Alpes-Maritimes qui a pris dans sa camionnette, qui allait carrément aller les chercher. Alors parfois, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Le problème, c'est que ça fait le jeu des passeurs qui se font payer entre 5 000 € en Méditerranée à 15 000 pour ceux qui viennent de très loin jusqu'à l'Angleterre. Parce qu'en fait, il y a un parcours migratoire souvent lié à des phénomènes de délinquance ou de marché noir. Donc en fait, il y a tout un tissu autour de la migration clandestine qui a l'air d'être presque christique, tout à fait innocente. Il y a des réalités de délinquance derrière, voire par même de sécurité en termes de terrorisme. Et enfin, sécurité pour les personnes qui traversent sur des bateaux de fortune, avec ce drame qui s'est passé ces jours-ci, mais ça arrive ailleurs aussi. Et tout ça, ce n'est pas la faute de l'État français ou anglais, c'est la faute de réseaux internationaux qui ont pu faire ce qu'ils voulaient pendant des années et aussi de l'assistanat en Europe qui donne l'illusion que l'Europe serait un Eldorado. Et il y a plein de gens qui sont prêts à risquer leur vie dans des parcours absolument terribles pour arriver à cet Eldorado qui en fait n'en est plus un depuis longtemps. C'était ma question. Vous dites qui était un Eldorado, ce n'est vraiment plus le cas aujourd'hui. Ces migrants finalement font fausse route de vouloir s'entêter à venir en Europe. Il suffit de voir les villes en France, notamment Paris, mais aussi quand je vais en Italie. Moi, j'étais frappé depuis qu'il y a ces problèmes aussi à Lampedusa. Les villes même du nord de l'Italie, qui étaient un peu comme la Suisse, sont devenues, surtout quand vous êtes dans les gares, dans tout le nord de l'Italie, vous voyez de véritables réserves de clandestins qui errent, les pauvres, dans les rues, qui n'ont pas d'emploi, qui ont plus ou moins des subsides des ONG ou des mairies, mais qui sont un petit peu comme ça lâchés dans la nature, souvent qui sont récupérés par des réseaux de dealers, par des réseaux de trafic ou de marché noir. L'Italie, d'ailleurs, on peut dire que ce phénomène a expliqué la montée du populisme en Italie, comme dans d'autres pays. Donc c'est un problème qui n'est pas que français, et je pense qu'on ne peut pas accabler uniquement la France pour ce qui s'est passé. C'est un phénomène européen qui est dû au laxisme européen qui donne cet appel d'air. Justement, on remonte à loin, mais la chute du mur de Berlin était supposée conforter une forme de notion de mondialisation heureuse, justement, pour faire un jeu de mots avec votre livre, avec la fin des barrières physiques, la consécration ensuite de l'Europe. La crise migratoire, clairement, elle est en train de devenir le pire ennemi de cet idéal européen. Plus que le pire ennemi, c'est quelque chose qui est utilisé par les prédateurs externes à l'Union européenne. On l'a vu avec Loukachenko récemment, mais on l'a vu beaucoup avec Erdogan. On le voyait jadis avec la Libye. L'Italie et l'Europe payaient la Libye très cher à l'époque de Kadhafi pour maintenir les... C'est une véritable arme pour des pays qui, eux, n'ont aucune culpabilité et aucun scrupule, qui parfois même mitraillent les migrants, comme on l'a vu même dans les pays du Maghreb, mais qui savent que comme les Européens veulent se donner bonne conscience et ont quand même les droits de l'homme au sommet de leur système juridique et constitutionnel, ils savent que cette culpabilisation, cette Europe complexée qui n'ose pas véritablement maintenir ses frontières et qui est contre les murs c'est le mot le plus vulgaire aujourd'hui, eh bien ils savent que ça peut être une arme. On va leur envoyer des migrants ou leur faire croire qu'on va leur envoyer, ou les menacer de les submerger et ils plieront. C'est comme ça qu'Erdogan a récolté 6,5 milliards de promesses d'euros en échange d'un soi-disant contrôle des flux migratoires qu'il a
à moitié respectée d'ailleurs. Voilà, c'est une arme pour les prédateurs extérieurs, cette mauvaise conscience européenne. Et c'est pour ça que dans ce livre, La mondialisation dangereuse, avec Sopelsa, nous disons que l'Europe est le dindon de la farce d'une mondialisation qui n'est pas du tout heureuse, qui a des bons côtés, mais aussi des côtés mauvais. Les mafias, le terrorisme international, l'islamisme, les phénomènes de migration clandestine liés à la délinquance, ce sont des phénomènes qui ont été facilités par la mondialisation. Et la mafia, ou les mafias, sont derrière ces parcours migratoires qui, je le répète, pourquoi les gens veulent aller en Angleterre? Parce qu'il y a tout un circuit mondial. Ils achètent pour 15 000 € non seulement une traversée, mais une destination. Il y a quelqu'un qui vend peut-être des téléphones ou des tapis ou un hôtel ou autre chose, ou carrément des dealers qui l'attendent à Londres ou qui l'attendent en Écosse. Vous voyez, donc tout cela, c'est les appels d'air liés à cette mondialisation heureuse qui a fait que l'Europe a cru qu'elle pouvait s'ouvrir, qu'on était tous frères, que la mondialisation étant justement nécessairement heureuse, il n'y avait pas besoin de se protéger. C'était ma question, justement, la mondialisation ou une forme d'idéologie sur cette mondialisation? Ça me fait plaisir. Votre question est très importante parce qu'il y a la mondialisation qui est un phénomène neutre, comme nous le montrons dans ce livre, et son interprétation idéologique qui, elle, est le mondialisme. Cette idée selon laquelle il n'y aurait plus besoin de frontières, et les murs c'est horrible, du coup les juges c'est pas bien non plus, du coup, en fait c'est le projet des multinationales et des GAFAM, détruire les ordres étatiques pour en fait avoir l'ordre de ce que André Berkoff, mon ami journaliste, appelle les racailles d'en haut, c'est-à-dire des réalités multinationales qui n'aiment pas les juges, qui n'aiment pas les impôts, qui n'aiment pas les frontières. Et en fait, derrière ce mondialisme, il y a des intérêts de la grande finance et de certaines grandes entreprises multinationales. Et en fait, on habille ce projet mondialiste avec des belles paroles, avec la figure du migrant christique, avec parfois les autres, c'est l'écologie. Mais en fait, il y a un véritable projet mondialiste qui n'est pas du tout la mondialisation. La preuve, on le montre dans ce livre, la Chine, elle voit dans la mondialisation, non pas le mondialisme, la preuve qu'on doit enlever les frontières, mais elle voit dans la mondialisation un tremplin pour en être pas du tout le dindon de la farce et l'utiliser au contraire pour exporter sa puissance pour son intérêt et pour son nationalisme. En fait, ceux qui s'en tirent le mieux dans la mondialisation, c'est ceux qui n'en ont pas du tout une lecture sans frontiériste. C'est les souverainistes, c'est la Chine nationaliste maoïste, c'est la Turquie d'Erdogan, c'est la Malaisie, l'Indonésie, des pays identitaires et souverainistes et pas du tout complexés. Et le seul qui est complexé, qui en a une lecture idyllique, c'est l'Europe. L'Europe Bisounours-land, ou que dans le livre on l'appelle l'OJNI. Objet géopolitique non identifié. Est-ce que l'Europe arrive à un moment charnière? Parce que vous l'avez dit, il y a des idéaux, on n'aime pas les murs, il y en a pourtant 1000 kilomètres qui ont été érigés au gré des crises ces dernières années. On voit encore Mme von der Leyen dit qu'elle ne payera pas pour le mur en Pologne, mais il y a aussi de l'autre côté les opinions publiques qui sont de plus en plus contre notamment l'immigration. On le voit dans les sondages encore, la présidentielle française, ce sont des thèses qui ont du succès. Ça veut dire qu'il va y avoir un moment clé dans peu de temps. Alors ce qui est dommage, c'est que l'immigration qui a été longtemps non contrôlée, finalement a nui à des belles causes que sont l'accueil de vrais réfugiés qui fuient de vraies guerres. Et ça, c'est dommage, parce que si on avait maîtrisé les flux migratoires, si on n'avait pas laissé des flux absolument incontrôlés changer les physionomies de plusieurs villes européennes, peut-être que l'opinion publique serait moins contre un véritable demandeur d'asile, un véritable réfugié qui fuit une vraie guerre. Mais malheureusement, cette immigration incontrôlée, essentiellement économique, qui détourne le droit d'asile, à mon avis, a nui au véritable droit d'asile. Et ça, c'est extrêmement regrettable, parce que l'opinion publique n'est pas inhumain. Si vraiment il y avait de vrais demandeurs d'asile, si on savait ne pas tout mélanger, je pense que l'opinion publique est humaniste. Mais ce qu'il ne veut pas, c'est ce détournement. Aujourd'hui, que ce soit les flux d'étudiants, les flux de demandeurs d'asile, de réfugiés politiques, et aussi le regroupement familial qui est totalement incontrôlé, il y a un détournement de règles au départ saines qui sont devenues des instruments pour en fait contourner les lois et pour forcer la main aux pays d'accueil qui sont obligés de recevoir des populations massives et incontrôlées qui, au départ, auraient pu être acceptables et intégrées si elles étaient restées à un certain chiffre, mais à partir d'un certain chiffre, on a la civilisation qui nous revient au galop. C'est-à-dire, on ne peut pas, à un moment, intégrer et assimiler quand il y a un nombre qui est incontrôlé. Et donc, quelque part, trop d'immigration tue l'immigration. La bonne immigration, c'est celle qui est contrôlée. Et il faut revenir, à mon avis, un peu à ce qu'a fait l'Australie, c'est-à-dire cesser l'appel d'air
d'air, il y aura moins de morts en mer. Si on tarit les flux à la source, avec des accords avec les pays d'origine aussi, mais aussi par des phénomènes sécuritaires, le chef de la marine italienne disait récemment que si on laissait la main libre à la marine italienne, sans faire de morts, sans tirer, bien sûr, sur des braves gens, eh bien, on pourrait dissuader les départs, et du coup, il n'y aurait plus des milliers de gens qui rêvent de passer la frontière, la mer, pardon, et qui se noieraient en mer. Mais Alexandre Delval, comment on fait en Europe? Parce qu'on est 27 désormais. On l'a vu d'ailleurs en 2015, Angela Merkel qui a accepté ces migrants. Du coup, d'autres pays ont dû suivre, avec souvent l'opposition des pays plus à l'Est. Comment se met-on d'accord? Est-ce que l'Europe est condamnée à échouer? Alors, tout le problème de l'Europe, c'est qu'elle n'a pas réussi à passer à l'échelon supranational, mais elle a quand même réussi à réduire un peu les souverainetés nationales. Donc, on n'a plus vraiment des États souverains qui contrôlent pleinement leurs frontières, mais on n'a pas non plus une supranationalité européenne, une nation européenne qui est capable de vraiment contrôler ses frontières extérieures. Et en plus, il y a un grand égoïsme. Les pays du Nord délèguent à l'Italie, l'Espagne et la Grèce, en gros, la gestion des premiers arrivants, et c'est eux qui doivent payer, et on se lave les mains. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'ils ont pénétré un pays européen, ensuite, ils peuvent circuler grâce à Schengen dans tous les autres pays européens. Et c'est ça qui a motivé le départ des Anglais. On n'est pas là pour les justifier, mais les Anglais seraient peut-être restés dans l'Union européenne s'ils avaient pensé que l'Union européenne ne les empêchait pas de décider qui vient ou pas chez eux. Quelque part, on ne peut pas les blâmer totalement de vouloir décider qui vient ou pas sur leur territoire. Donc l'Europe s'en sort comment? L'Europe, elle est dans un entre-deux, elle est dans une sorte d'apesanteur de souveraineté. C'est un espace de désouverainisation qui, je le répète, a détruit les souverainetés nationales en partie, mais sans créer une souveraineté supranationale. Et c'est pour ça que Kissinger, déjà au début du processus européen, on en parle dans le livre, on relate, il disait Europe, quel numéro de téléphone? Qui décide? L'Allemagne, la France, le président tournant, enfin le pays qui préside pendant 6 mois l'Union européenne, le vrai président de l'Union européenne, le président de la Commission, une véritable cacophonie. Et c'est triste à dire parce que j'aime l'Europe et le projet européen. Mais à l'extérieur, les Turcs, les Russes, les Chinois, les Américains, ils rigolent quand ils voient la cacophonie européenne, car c'est un véritable chaos organisationnel. Et regardez comment Erdogan a humilié les Européens en recevant un tandem et en fait en ne faisant asseoir que le monsieur, et on se rappelle Ursula von der Leyen qui a été humiliée et M. Michel qui n'a même pas défendu, qui n'a même pas montré son indignation. L'Europe, parce qu'elle n'arrive même pas à parler d'une voix, elle n'arrive même pas à envoyer à un sommet un représentant, elle arrive avec 2 ou 3 représentants. Donc l'Europe aujourd'hui, c'est un espace désorganisé et un OJNI, un objet géopolitique non identifié. Merci beaucoup Alexandre Delval. Je rappelle donc que vous êtes co-auteur de ce livre qu'on vient de voir, La mondialisation dangereuse vers le déclassement de l'Occident aux éditions L'Artilleur. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.